Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Grâce au combat féministe, les femmes peuvent aujourd'hui faire le choix d'avoir un travail et de mener une carrière en ayant ou pas des enfants. Mais on oublie souvent qu'elles peuvent aussi faire le choix conscient d'être mère au foyer. Et c'est ce dont Clémence va nous parler aujourd'hui. Moi, de cet épisode, j'en retiens le courage qu'il faut pour aller à l'encontre des opinions de ses proches et de la société, mais aussi la force de la communication pour faire changer les mentalités et faire accepter son choix. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve après pour des informations importantes. Bonjour Clémence. Salut Manon. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Parfait, merci de t'être proposée pour venir parler un peu de ton histoire sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire pourquoi justement tu as répondu à cet appel à témoins ? Bah déjà, quand j'ai vu ton message, tout de suite, ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, ça m'est venu tout de suite à l'idée. Et du coup, je me suis dit, allez, je tente, je lui réponds et on verra ce que ça donne. Trop bien. On va laisser encore un peu de suspense. J'aime bien quand les gens savent pas trop quel sujet on aborde, même si ça sera dans le titre en vrai. Est-ce que tu peux me contextualiser un peu ta relation à ce qu'on appelle le travail, qui en fait, ce qu'on appelle le travail, c'est un peu être salarié ou être entrepreneur ou quoi, mais à ce qui rapporte de l'argent. Déjà, la première chose que je peux te dire, c'est que j'ai pas eu de vocation quand il a fallu trouver du travail après les études, etc. J'ai un peu suivi, histoire de dire, voilà, je vais faire quelque chose, il faut que je trouve un travail. Et j'ai toujours été hyper jalouse de toutes ces personnes qui savaient ce qu'elles voulaient faire dès le début et tout. Donc, c'était vraiment trouver un travail pour faire comme tout le monde et pour avoir une rentrée d'argent, pouvoir être autonome. Dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, on se demande, c'est un peu une convention sociale de demander tu fais quoi dans la vie. Et en fait, j'ai un autre podcast du coup qui s'appelle Le Départ où j'interroge des gens qui ont changé de vie. Et depuis ce podcast, je me pose beaucoup la question parce que moi, quand on me demandait tu fais quoi dans la vie, j'avais 1000 réponses sauf mon travail. Et toi, si on te demande tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu réponds ? Alors avant, je buguais, c'est-à-dire que en fait, je disais mon travail, mais cette question-là, elle m'a toujours un peu dérangée, comme si, on était son travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin voilà. Et maintenant, j'assume plus. Ok. J'ai l'impression que j'ai inventé cet intitulé, même si je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi. Mais là, à l'heure actuelle où je te parle, je suis maman au foyer avec une activité entrepreneur. Parce que je considère que mon activité principale, c'est d'être maman au foyer et je rajoute l'activité entrepreneur quand j'ai pas mon fils avec moi. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'avant ? Comment est-ce que tu imaginais, quand tu étais plus jeune, l'arrivée d'un enfant avec la vie professionnelle ? Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout comme je le vis à présent. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que je pensais avoir des enfants, me marier, etc., ça m'est jamais venu à l'idée de me dire quand j'aurai des enfants, je travaillerai pas. Dans ma tête, c'était comme tout le monde, comme tout ce qu'on entend, des enfants, on travaille, etc. Enfin, tout était couplé. Et je me suis jamais posé la question. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu des boulots. Après, c'est posé la question d'avoir des enfants. Et c'est vraiment... En fait, c'est en tombant enceinte et par mon histoire personnelle, parce que j'ai vécu moi avec mes parents. Et c'est là que ça a commencé à se poser la question dans ma tête de me dire « Non, ça va pas marcher en fait. De retourner au boulot, ça va pas fonctionner. » Mais c'est pas quelque chose qui était présent dès le début... c'est vraiment arrivé après, quoi. Tu faisais quoi comme
genre de travail du coup avant de tomber enceinte? Juste avant de... en fait, j'ai eu une longue période, j'ai eu 3-4 ans où je bossais en tant qu'agent de voyage. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand j'étais agent de voyage que j'ai voulu avoir un enfant. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et vraiment, quand je suis tombée enceinte, ça faisait 1 mois que j'avais quitté ce job avec une rupture conventionnelle. Et après, je suis tombée enceinte 1 mois après. Mais quand je suis tombée enceinte, il était déjà convenu qu'au mois de septembre, je prenne un nouveau boulot, un emploi saisonnier en fait, pour un petit peu situer le contexte. Avant, une femme, avant il y a longtemps quand même, mais en fait finalement pas si longtemps que ça, une femme qui travaillait alors qu'elle avait des enfants, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse en fait. Une femme qui a des enfants et qui reste à la maison pour les élever et pour faire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'en vrai j'imagine que c'est un travail énorme, c'est mal vu. Est-ce que tu as un recul sur cette situation, sur le switch qui s'est fait dans la société, sur cette dualité un peu? Je serais curieuse en fait de savoir si ce que je pense est différent chez les autres, parce que moi je trouve que être maman au foyer, c'est pas du tout valorisé à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas moi c'est vraiment... Dans mon entourage et ce que la société me renvoie, c'est vraiment quelque chose de pas valorisé du tout. Ouais. Et je sais pas si tout le monde le voit comme ça. Je serais vraiment intéressée de savoir si d'autres personnes le voient comme moi. Mais en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est quoi un peu les choses de l'entourage ou de la société qui t'ont fait ressentir ça? Est-ce qu'il y a eu des remarques? Est-ce qu'il y a eu des regards, Déjà, dans mon entourage, c'est tu peux pas aller travailler comme tout le monde. C'est un peu vu comme de la fainéantise. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois quand j'en parle. C'est ramener de l'argent, c'est mettre ton enfant comme tout le monde chez la nourrice, en crèche, etc. Et puis, je trouve que, en tout cas, de mon avis, dans la société, c'est ça ne demande pas énormément de boulot d'être maman au foyer. Ça dépend, en fait. Mais je trouve que peut-être que je fais une mauvaise image, peut-être que j'ai rassemblé dans ma tête toutes les mauvaises images, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de montrer le contraire. Et d'ailleurs, j'avais entendu une fois à la télé, je ne sais plus dans quelle émission, mais si on devait rémunérer ce que faisait une femme au foyer, c'est largement supérieur au SMIC. Je crois que ça allait dans les 5 000 €. Enfin, je n'ai pas la source exacte, mais j'avais trouvé ça... je m'étais dit, enfin, quelqu'un qui montre du doigt... Donc, au départ, je l'ai vraiment mal vécu. C'est vraiment quelque chose, ça m'a pesé. J'ai essayé de re-rentrer dans le moule, même si je déteste rentrer dans des moules. C'est vraiment, ça m'a vraiment pesé en tout cas. Parce qu'en fait, on dit mettre ton enfant chez la nourrice, à la crèche, mais du coup, les nourrices à la crèche, les personnes qui s'occupent de ton enfant comme toi, tu le ferais à la maison, en fait. C'est là où est le bug un peu, moi, dans mon cerveau, en tout cas. C'est pourquoi est-ce qu'une mère au foyer, elle n'est pas du tout reconnue? Et pourquoi est-ce qu'elle irait payer quelqu'un pour faire exactement ce qu'elle fait? Et du coup, l'autre personne, elle est reconnue parce qu'elle est payée. Moi, j'arrive pas trop bien à situer dans ma tête comment les gens y voient ça. T'as parlé de ramener de l'argent. Comment est-ce qu'on gère, du coup, ce côté je fais un travail monstrueux, mais j'ai aucun argent qui rentre? Monstrueux, c'est pas le mot. Hein. C'est une très bonne question. Au départ, j'ai pas géré. D'ailleurs, au départ, je suis quand même retournée ponctuellement. En fait, je faisais un travail saisonnier, c'est-à-dire que je travaillais 6 mois à peu près, de septembre à janvier. Et le reste de l'année, je m'occupais de mon fils. Et j'avais des horaires en décalé, donc je pouvais quand même être présente pour lui, en tout cas plus que si j'avais un travail plutôt classique, avec des horaires plutôt classiques. Je le vivais pas très bien, mais en tout cas, j'avais cette petite excuse pour dire, regardez, pendant 6 mois de l'année, je ramène quand même de l'argent. Et après, quand j'ai décidé vraiment d'arrêter, vraiment me consacrer à mon fils et du coup d'avoir très peu de revenus, surtout qu'à un moment donné, j'ai plus du tout eu de chômage, ni vraiment rien du tout, donc j'avais vraiment plus rien. Et là, on gère. Alors, clairement, j'ai géré avec le salaire de mon ex-mari. Après, comme j'ai divorcé, j'ai géré avec rien du tout, avec l'aide de ma famille. Et puis après, là, j'ai à nouveau un conjoint, donc pareil, je gère... En gros, c'est triste ce que je vais dire, mais je gère un petit peu avec l'argent des autres, mais en même temps, ça joue beaucoup aussi avec les personnes qu'on a en face de soi et comment on peut se sentir. C'est-à-dire que quand ma famille m'a aidée avec la transition avant que je rencontre mon nouveau conjoint, je me suis pas sentie mal d'avoir besoin de leur aide,
parce que j'avais mûrement réfléchi mon choix et que ce choix était plus fort que la honte ou la culpabilité qu'on peut ressentir. Et après, avec la nouvelle personne avec qui je suis, elle le savait dès le départ, ma situation, et du coup, elle me soutient, en fait. Donc, je pense qu'aussi, avec les personnes qu'on a en face de soi, ça joue beaucoup. Mais en même temps, au début, tu as dit que c'était compliqué de le faire accepter à tout le monde. Comment est-ce que tu as réussi à le faire accepter jusqu'à ce qu'il t'aide ? Tu as complètement inversé la tendance, quoi. Et aussi, là, ce que je peux préciser, c'est que moi, je suis quelqu'un... Alors, je vais dire assez minimaliste, même si dans mon opinion, le minimalisme, il y a autant de façons d'être minimaliste que de personnes sur la Terre. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui mène une vie assez simple en termes de besoins de manière générale. Et le fait d'être dans ce cheminement depuis plusieurs années, ça a été facile pour moi parce que, entre guillemets, j'avais besoin d'un toit sur la tête et d'argent pour me nourrir, mais j'ai pas senti de frustration de devoir vivre plus simplement puisque c'était déjà mon mode de vie, et du coup ça aide à moins dépendre financièrement des autres parce que je me sers pas de l'argent de mon entourage de manière générale pour je sais pas moi du shopping ou je ne sais pas quelle autre chose que je pourrais avoir consommé. Donc j'avais pas l'impression non plus de peser lourdement financièrement sur mon entourage. Et du coup, comment est-ce que, donc ce côté minimaliste, mais comment est-ce que tu as réussi à leur faire accepter ton choix ? Est-ce que c'est toi qui as été plus confiante, ou parce qu'au début tu te dis j'ai quand même repris un travail pour rentrer dans le moule et en fait non ? Comment est-ce que tu as réussi à eux leur faire comprendre et qu'ils soient OK avec ça ? Je pense que ça s'est fait naturellement parce que quand j'ai décidé vraiment d'arrêter de travailler, où je me suis dit un jour c'est bon, les offres d'emploi, enfin tout ce truc-là, alors que moi je veux être avec mon fils et tout ça, je me suis dit stop, j'arrête. Et en plus, quand je me suis dit ça, il s'est trouvé que j'étais en pleine séparation avec le papa de mon fils. Donc en fait, comme j'étais dans une situation où j'étais aussi pas bien moralement, que tout s'est un peu entremêlé, je me suis réfugiée en fait chez mes grands-parents et ça s'est fait naturellement. Ma situation personnelle a fait que personne m'a trop posé de questions ou m'a trop forcé à trouver un boulot. J'ai eu le temps en fait de me retourner par rapport à tout ça. Et puis l'enchaînement a fait que peu de temps après, je me suis installée avec la personne avec qui je suis en ce moment. À peu près, je sais plus... Enfin, en tout cas, j'ai dû rester un peu plus de 6 mois chez mes grands-parents. Enfin, j'ai pas trop la notion des dates. Mais en tout cas, tout s'est fait naturellement. Même si dans ma tête, de toute façon, quoi qu'il arrive... Je m'étais dit stop. En fait, c'était le résultat d'un ras-le-bol général, d'avoir l'impression de vouloir être à contre-courant tout le temps de ce que je ressentais, de ce que j'avais envie. Et là, je me suis dit, en plus, tu vas te séparer. C'est le moment, entre guillemets, où il faut que tu repenses à toi, chose que j'ai hyper du mal à faire de manière générale. Et je me suis dit stop, en fait. Stop. C'est plus possible. Donc, je pense que ça s'est fait assez naturellement, même si je trouve qu'à ce moment-là, les remarques sur le fait que je ne travaillais plus étaient toujours présentes, mais c'était plus des remarques qui me piquaient. C'était plus des remarques douces de type faudrait que tu puisses retrouver quelque chose, etc. Mais je le ressentais plus comme quelque chose de négatif. Et moi, j'expliquais aux gens, pour l'instant, c'est comme ça, tout sera fait en temps voulu et voilà quoi. C'est quoi le quotidien du coup d'une maman au foyer jusqu'à 3 ans à peu près, ou je sais pas s'il est rentré à l'école à 3 ans, mais voilà... Jusqu'à rentrer à l'école, c'est quoi le quotidien ? Le quotidien, c'est mon fils en premier plan, c'est-à-dire que je passe tout mon temps avec lui. Il y a aussi le fait que je suis à la maison, du coup, je gère toute l'intendance de la maison. Et voilà, je sais pas, c'est ça, c'est passer du temps avec mon fils, gérer toute la maison et pouvoir aussi gérer mon temps comme je veux. Ça, c'est vraiment aussi un luxe personnel pour moi et être présente. Ouais. Moi, j'imagine ça comme une... Alors, moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais j'imagine ça comme une charge mentale absolument énorme. Déjà, sans enfant, je trouve que ma charge mentale est beaucoup trop grande, alors que je suis sûre qu'elle est minime. Est-ce qu'il y a vraiment aucun moment où on a envie aussi de dire stop et dire ok, j'ai envie de juste m'occuper de rien pendant un moment ? Mais bien sûr. Mais ça arrive. Ça arrive hyper souvent. Enfin,
ce serait mentir que de dire ah super, c'est ma meilleure vie, je vis ma meilleure vie en étant maman au foyer et tout ça. C'est pas vrai. Il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où c'est hyper difficile. Après, c'est vrai que la différence avec le avant séparation de son papa et après séparation avec son papa, c'est que maintenant, entre guillemets, par obligation, j'ai des moments de pause puisque mon fils part chez son papa un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Donc, j'ai des moments de pause que je prenais même pas avant, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais avec le papa de mon fils, c'est lui qui me disait mais vas-y, prends du temps pour toi. Moi, non, je restais tout le temps collée à mon rôle de maman et j'avais du mal. Et maintenant, ça s'est un peu imposé à moi par obligation, par la situation. Et je pense qu'heureusement, parce que ce sont ces moments-là qui m'aident dans les moments où, justement, stop, j'en peux plus. Parce qu'évidemment, que parfois, c'est lourd, parce que la charge mentale est immense. En ce moment, je me rajoute une charge mentale avec mon activité quand mon fils est à l'école. Donc, c'est sûr que des fois, j'ai envie de péter un plomb, hein, ça, c'est clair. Je soulève le mythe, il n'y a pas de souci. C'est quoi les moments les plus difficiles? Et après, je poserai la question inverse, parce que quand même... Les imprévus, ça peut venir bousculer toute l'organisation. Parce que même si je trouve, de mon point de vue, que chez nous, on a une organisation assez simple, de par notre mode de vie, mais... Je sais pas, s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose qui vient dans les petits rouages de cette organisation, ça peut vraiment devenir compliqué. Et c'est quoi, du coup, les moments les plus merveilleux? Franchement, ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir être là, en fait, à chaque moment de la journée de mon fils, de pouvoir aller le chercher à l'école, de pouvoir gérer notre quotidien comme on veut, de pouvoir être présente, de pouvoir être là le mercredi, les week-ends. Enfin, c'est vraiment... c'est ça qui m'aide, en fait, quand des fois j'en ai marre, justement, quand je te disais tout à l'heure, toutes ces journées comme tout le monde où il n'y a rien qui va et où tu as juste envie de péter un câble. Et ben, c'est ça qui aide, en fait, de me dire que je peux être là pour le voir grandir, je peux profiter de lui comme je veux. D'ailleurs, je crée un petit peu de jalousie aussi, même si on peut parfois critiquer mes choix. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de jalousie de pouvoir être présente comme je le souhaite. Mais je pense que si je devais retenir une seule chose, c'est vraiment la liberté et la gestion du temps comme je souhaite en fait. Ton fils, il a quel âge aujourd'hui? Eh bien, il a eu 5 ans il y a 2 jours à l'heure où on enregistre. Ben, joyeux anniversaire à lui. Merci. Et est-ce qu'il se rend compte qu'il a une maman présente tous les jours, tout le temps, et que c'est différent peut-être de certains copains à l'école ou certaines copines à l'école? Je sais pas s'il s'en rend compte, je sais pas exactement. Après, je pense que il est heureux, ça c'est sûr, parce que on a nos petites habitudes. Même quand on part à l'école, quand on rentre le soir, etc. Donc, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Par contre, je pense que oui, il est content de ça. Il me parle quand même parfois des petits copains, copines qui vont à la garderie, qui prennent le bus et tout ça. Ça arrive qu'il m'en parle. Donc, je pense peut-être que oui, du coup, selon sa vision à lui, peut-être qu'il se rend compte de quelques petites choses. Mais je pense qu'en tout cas, il est heureux. C'est le principal. C'est clair. Tu as parlé d'une activité que tu avais reprise aujourd'hui, le temps où ton fils est à l'école. Pourquoi ce choix et quelle activité, dans quel cadre? Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça? Alors, il y a une part de moi, clairement, qui a choisi de reprendre une activité. Alors, je commence par ça, c'est très sympa. Qui a choisi de reprendre une activité comme un petit peu une justification de « Regardez, je fais quand même quelque chose ». J'avoue que je suis pas totalement, par moments, hyper... je cherche encore parfois, je pense, à me justifier peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'une petite partie. Hein. C'est pas la raison entière pour laquelle j'ai repris une activité. J'avais besoin de quelque chose pour moi. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est faire des choses que pour moi, c'est hyper compliqué. Surtout, je pense encore plus quand on devient maman, parce que nos enfants, pour ceux qui sont parents, je pense, c'est quand même une place importante dans nos vies. Et on se laisse beaucoup... on donne vraiment beaucoup pour nos enfants, je pense. Donc, c'était vraiment important
de refaire une activité, enfin en tout cas un projet, parce que moi je le vois plus comme un projet qu'une activité vraiment argent et tout ça, travail et tout. Donc ça me tenait à cœur pour moi et aussi pour avoir quelque chose quand mon fils n'est pas là, parce que même si j'aime bien avoir du temps pour moi et tout ça, je suis quand même une personne qui aime bien être occupée. Mais du coup, le fait d'avoir repris une activité, je me mets pas non plus de pression en fait. Je suis pas en train de me mettre une pression que ça doit me rapporter de l'argent tout de suite, ou ça doit me rapporter de l'argent en grande quantité, ou je le vois vraiment. C'est pour ça que je disais maman au foyer avec une activité entrepreneur, parce que je le vois vraiment comme quelque chose d'à côté qui m'est pas forcément vital à l'heure d'aujourd'hui, parce que même vis-à-vis de mon conjoint, on est ok. Enfin, lui, il me met pas la pression vis-à-vis de ça. On voit vraiment quelque chose, en tout cas pour notre vie à l'heure actuelle, comme un bonus, puisqu'on vit en tout cas très confortablement en fonction de notre point de vue à nous, parce qu'on roule pas sur l'or, mais pour nous, ça nous suffit. Et aussi parce que donc, je suis home organizer, donc consultante en organisation. Et c'est quelque chose, l'organisation, qui me passionne depuis toujours. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça, du coup. Enfin, j'ai pas choisi quelque chose qui ne me plaît pas, parce qu'au-delà de ça, j'ai vraiment fait beaucoup de boulot. Et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment toujours eu du mal à trouver quelque chose qui me plaît professionnellement parlant. Donc il était hors de question que je me remette dans une activité qui me plaise pas. Maintenant, avec le recul, je sais ce que je veux. C'est quoi du coup être home organizer ? Alors, si les gens, je leur dis Marie Kondo, peut-être que je pense qu'ils vont un petit peu plus savoir. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'aider les personnes à mettre en place... Alors, ça peut être deux choses. Moi, en tout cas, c'est accompagner les personnes à trier, ranger, s'organiser, essayer de mettre un petit peu d'ordre dans leur quotidien. Je m'occupe aussi bien de la partie matérielle, c'est-à-dire vraiment ce qu'on voit dans la maison, l'organisation, le rangement, mais ça peut aussi être de l'aide dans essayer de trouver une organisation familiale qui puisse être plus simple, qui puisse leur rendre service, leur apporter un peu de sérénité et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment deux choses assez complémentaires. J'aime beaucoup, je suis fan. Le fait d'être maman au foyer, ça t'a aidé justement à tester des organisations différentes, à justement te rendre compte que l'organisation, c'était la clé de tout, ou est-ce que tu en es arrivé à te dire je vais aller aider les gens à s'organiser ? Être organisé, l'organisation de manière générale, c'est vraiment quelque chose... alors, j'ai pas toujours été comme ça, parce que quand j'étais adolescente, c'était un peu le bazar. Mais quand j'ai commencé en tout cas à devoir... gérer une maison, un logement, etc., ou même ma vie après de manière générale, j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé et du coup, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Par contre, c'est vrai que avoir un enfant, ça m'aide à voir ce que c'est aussi une organisation quand on parle d'une famille, du coup. Parce que là, c'est aussi encore autre chose. Je pense que, du coup, je peux plus aller aider les personnes en vivant quelque chose de similaire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens de manière générale quand je partage quelque chose, que ce soit en termes d'organisation ou n'importe quoi d'autre. Je trouve que quand c'est tiré de notre propre expérience, c'est plus facile après d'aller transmettre, d'aller aider. Donc je pense que les deux, ce sont bien ma vie d'avant et ma vie de maman. Ça m'aide beaucoup au même titre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes, mais en fait même à des hommes qui veulent rester à la maison, s'occuper de leur enfant et qui en fait n'osent pas par peur de manque d'argent, par peur de pression de la société, par je ne sais quoi. Tout de suite, la première chose à laquelle je pense, c'est vraiment la communication. Mais la communication vraiment sincère en fait. Parce que je vois avec mon conjoint actuel, j'ai vraiment mis les choses au clair dès le départ et s'il m'aurait pas soutenue, je pense pas que ça l'aurait fait, clairement. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais parfois on a l'impression qu'on communique, et moi je me suis rendu compte que c'était le cas, j'avais cette impression-là. Et en fait, il y a des couacs, il y a des choses qu'on peut mal comprendre. Et si quelqu'un a envie de rester chez elle pour être maman au foyer, pour profiter de ses enfants, je pense qu'une grande communication avec son conjoint, ou même si c'est un papa qui veut rester, parce que je pense que ça existe, je crois déjà même avoir vu passer ça, vraiment communiquer et vraiment être sûr que au moins son partenaire déjà puisse exprimer ses craintes aussi, parce que c'est légitime que la personne en face puisse avoir des craintes, que ce soit des craintes financières,
que ce soit des craintes en termes d'organisation, etc. Mais vraiment beaucoup communiquer parce que moi, par exemple, en ayant communiqué ça avec mon conjoint actuel et en regardant vraiment de manière très concrète comment ça se traduit sur le budget, sur notre organisation, sur vraiment plein de points hyper précis de notre quotidien, ça a permis déjà moi de me rassurer, de ne pas me sentir comme un boulet, on va dire, dans le couple, dans la famille. Et lui, ça le rassure aussi parce que on s'en sort, tout est OK, nos rôles sont définis. Donc je pense que oui, la communication, c'est vraiment, en tout cas, ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Et si jamais le conjoint est OK, en tout cas le noyau familial avec lequel on vit tous les jours est OK, je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile que je vais dire, mais pour ce qui est de l'extérieur, c'est-à-dire la famille un peu plus éloignée, enfin en tout cas l'entourage et ensuite la société, je pense que là, il faut essayer de passer au-dessus, même si c'est compliqué, clairement. Mais c'est pas les personnes avec qui on vit au quotidien et c'est en fait le jugement des autres qui est très dur parce que moi, je deal encore avec ça aujourd'hui. Et il faut se dire, voilà, si dans notre sphère à nous, c'est OK, si vraiment on sent qu'on est à l'aise avec ça, et on peut même tester, hein, c'est pas irréversible d'être maman au foyer. Moi, demain, s'il faut que je reprenne pour des raisons ou une autre un emploi salarié parce que y a besoin, parce que, je sais pas, pour n'importe quelle raison, c'est aussi une solution qu'on a envisagée, il n'y a aucun problème. Mais après, tout ce qui est extérieur, faut se dire, voilà, c'est malheureusement le jugement des autres, comme on est jugé sur plein d'autres aspects de notre personne parfois. Il faut essayer de faire avec, et ça, c'est un travail à faire sur soi qui est pas forcément toujours facile. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis vraiment hyper impactée par ce que peuvent penser les gens. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais en tout cas, voilà ce que je pourrais dire à ce sujet-là. Tu as parlé de communication. D'ailleurs, quand tu décris le truc, ça me fait beaucoup penser à une entreprise, en fait, dans laquelle tu es associé avec quelqu'un, quoi, finalement. Et tu as parlé de communication et tu as dit communiquer sincèrement parce que parfois on a l'impression de communiquer mais en fait le message passe mal. Est-ce que tu as un peu des conseils, des trucs pour justement mieux communiquer et faire que le message passe des deux côtés? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce que notre conjoint va penser par rapport à ce qu'on peut dire. Et après, je sais pas si j'aurais beaucoup de conseils parce que je parle de cette communication parce que moi je l'ai ressenti par rapport à mon ex-conjoint et mon conjoint actuel et par rapport aux personnalités de chacun. Et en fait, j'ai pas su ressentir avec mon ex-conjoint qu'il avait peut-être des craintes ou je ne sais pas quelle chose qui a fait que c'était pas très clair en fait. C'est-à-dire que au final, je pense que on n'était pas sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ça. Et c'est pas du tout une critique ou quoi, mais c'est plus un ressenti, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de bien s'exprimer sur tout et de montrer des exemples en fait. Je pense que vraiment le fait avec mon conjoint actuel qu'on s'est dit voilà, au niveau du budget c'est tenable, au niveau de l'organisation j'ai été plus dans le détail en fait. Vraiment aller dans le détail des choses, pas juste lancer comme ça, en tout cas de mon point de vue, juste lancer comme ça, ça y est, demain j'arrête de travailler et puis on verra ce qui se passe. Je pense vraiment prendre le temps d'aller en profondeur dans tous les aspects et dans toutes les inquiétudes. Et surtout, la personne en face aussi, qu'elle n'hésite pas à exprimer ses craintes. Et ça ne veut pas dire que si elle va exprimer ses craintes, ça y est, il va y avoir un drame. Mais en tout cas, ça marche dans les deux sens, je pense. Exprimer clairement comment nous, on voit la chose en tant que personne qui veut rester à la maison. Et en face, ne pas hésiter à exprimer les craintes qu'il peut y avoir de ce côté-là. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un peu tabou d'être mère au foyer ? En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me viennent. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient ça un peu comme tu fais pas grand-chose ou... Je pense que les gens sont conscients que ça demande du travail, mais je sais pas pourquoi, et ça c'est vraiment le grand mystère dans ma tête, c'est que c'est toujours quand même considéré comme t'as de la chance, t'es chez toi, tu fais pas grand chose, t'as la belle vie, alors que je suis sûre que les gens savent que c'est du boulot en fait. Je sais pas trop comment expliquer mon point de vue, mais je sais pas, ça me paraît bizarre parce que comme tu disais en début d'épisode, il y a quelques années, quelques décennies, je sais pas trop à quelle période, mais la femme restait au foyer, elle gérait le foyer, les enfants. Et ça convenait très bien à tout le monde. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à l'ancien temps et que les femmes ne doivent plus travailler. Mais
Mais je pense qu'il faut la place pour tous les choix de vie, en fait. Et que là, on remet dans des cases que maintenant que la femme veut travailler, et bah, si elle travaille plus, ça y est, c'est plus normal, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Après, est-ce que c'est de la jalousie ? Est-ce que c'est bah, toi, tu peux faire ce que tu veux, moi, je peux pas faire ce que je veux. Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête des gens, mais c'est pas très cool que ce soit quelque chose un peu vu comme ça, je trouve. Ouais. C'est quoi ton sujet tabou à toi ? C'est une bonne question, tu vois. Un sujet tabou que je n'aborderai pas. Franchement, comme ça me vient pas tellement parce que j'ai plein d'idées de sujets tabous en tête qui me viennent, tu vois. Mais je sais pas si j'en parlerai pas, en fait. Parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où je préfère parler que ne pas en parler, en fait. Donc là, comme ça, j'en ai pas. D'avoir des enfants, ça aide à penser ça aussi, à se dire faut peut-être pas lui créer de tabou à lui ou... Je sais pas si ça aide d'avoir des enfants. Par contre, ce qui m'aide à ne pas avoir d'idées par rapport à ta question, c'est que j'ai fait un gros cheminement personnel sur, même voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis pas encore sortie du jugement des autres et de tout ça, mais en tout cas, j'ai déjà fait un gros travail personnel là-dessus. Et je pense que c'est ça qui m'aide le plus, parce que réussir à se détacher de ce que les gens pensent, à mon sens, ça permet de pouvoir aussi s'exprimer plus librement et ne pas se dire ah bah non, ça, je vais pas en parler parce que, mais comment ça va être pris en face, quoi. Donc je pense que c'est ça vraiment qui m'aide le plus, ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Clémence. Bah avec plaisir, merci pour l'invitation. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques secondes, restez, j'ai des petites choses à vous dire. Déjà, si vous voulez en savoir plus sur le mode de vie minimaliste de Clémence, je vous conseille son podcast Clem et Sereine. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram sous le même nom. C'est une vraie bouffée d'air frais et de simplicité. Perso, j'adore. Ensuite, si vous voulez raconter votre histoire sur le podcast, n'hésitez pas à nous écrire par mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Instagram sous le pseudo @positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page Sans Tabou. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.sanstabou-podcast.com. Voilà, cette fois j'ai fini. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.